Est-ce que vous voulez de la grosse moula? La bonne grosse moula. Alors là, je te parle de plusieurs dizaines de millions de dollars. Eh bien, c'est très simple. Je pense que la question elle est vite répondue. Achetez ma formation, le lien dans la description. C'est faux. Je ne vends aucune formation pour être millionnaire, sinon tu crois bien que mon setup, ce serait pas un mur blanc. Là, je vais vous parler quand même de quelque chose pour faire de la grosse moula. C'est un petit mystère, une petite légende qui peut te donner accès à 43 millions de dollars. Ok? Ça y est, j'ai votre attention là. Si la vidéo te plaît, n'hésite pas à liker la vidéo, n'hésite pas également à t'abonner à la chaîne. Et je vous embarque avec moi dans le mystère du chiffre de Bale. Je sais, tu te dis, de quoi tu me parles? Comment un chiffre va me donner de la thune? Je vais te dire, je place juste un petit générique et je te raconte. Bon, déjà, cette histoire semble réelle, mais on peut quand même qualifier ça de légende urbaine. Mais on va se dire que c'est vrai parce que nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut de la maille. Il n'y a que un article qui parle de ce chiffre, de cette histoire. C'est un petit pamphlet qui est paru en 1885. Ce pamphlet racontait une histoire, l'histoire de Thomas J. Bale. C'est un Américain, et ce mec-là aurait ni plus ni moins découvert un trésor. Un trésor estimé à 43 millions de dollars. On nous dit qu'en 1820, Thomas Bale s'est installé aux États-Unis, en Virginie, dans un hôtel de la ville. Cet hôtel appartenait à un homme, Robert Morris. Il est resté quelques semaines et après il est reparti. 2 ans plus tard, il revient. Il a fait copain-copain avec le propriétaire de l'hôtel, Robert Morris, et du coup il lui a confié un petit secret. Ce secret, c'était une boîte en fer. La boîte en fer était verrouillée et Thomas Bale, il lui dit « Mec, garde-la ». Robert Morris, il sait pas ce qu'il y a dedans. Ça se trouve, il n'y a rien du tout. Ça se trouve, il y a de la moula. Ça se trouve, il y a du papier. On ne sait pas. Quelques semaines plus tard encore, Robert Morris reçoit une lettre de son ami Thomas Bale. Là, il va en dire un peu plus sur le contenu de ce coffre. Il dit qu'il y a des documents importants, mais pas concernant n'importe quoi. Concernant sa fortune et celle d'autres personnes. Et là, dans sa lettre, Thomas Bale dit un truc un peu chelou. Il dit « Si dans 10 ans, personne ne vient réclamer la boîte, elle est à toi. Tu fais ce que tu veux, tu peux l'ouvrir. Dedans, il y aura des lettres que tu pourras lire, mais aussi des lettres codées. Et ces lettres-là, il faut une clé. Pas une clé comme si tu ouvrais une porte, mais une clé pour déverrouiller, une clé de déchiffrage en gros, pour comprendre ce que ces lettres veulent dire. Et cette clé de déchiffrage, il la recevra par la poste un peu plus tard. Les gars, je peux pas vous mettre entre les mains 43 millions de dollars comme ça. Faut qu'il y ait des complications évidemment. Un ami en juin 1832 devait poster cette lettre, sauf que cette lettre, elle est jamais arrivée dans les mains de Robert Morris. Rien du tout, que tibol. Robert Morris, il décide de garder ce coffre, et à un moment donné, en 1845, donc les 10 ans sont passés, il décide de l'ouvrir. Enfin, personnellement, j'aurais pas attendu aussi longtemps. Il y a une lettre, qu'il peut bien lire, qui n'est pas chiffrée, qui explique en fait l'histoire de Thomas Bale, qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre, pourquoi il y a tout ça qui est mis en place. Et en fait, il raconte dans cette lettre qu'il s'est rendu au Mexique. Au Mexique, dans le nord, il a trouvé une mine remplie de choses de valeur, de l'or et de l'argent, de la moula quoi. Dans cette lettre, il dit également qu'il a tout pris, et qu'avec ses compères, parce que de base il était parti à la chasse, ils ont tout mis en lieu sûr, caché. Ils pouvaient pas tout transporter parce que le butin était apparemment considérable. Et effectivement, si ça vaut 43 millions de dollars, tu transportes pas ça dans un sac quoi. Ils voulaient pas ramener le butin comme ça parce que s'il y avait un problème pendant qu'ils revenaient aux États-Unis, tu vois, si quelqu'un les pillait, bah ils voulaient pas perdre le truc quoi. Du coup, c'est Thomas Bale qui a été chargé de cacher le butin et de trouver un moyen pour que les familles des personnes qui ont trouvé ce trésor puissent y accéder. Et c'est là qu'il a pensé justement à cette fameuse énigme, si on peut dire, avec ce coffre en métal. Je dis ok, il s'est quand même donné beaucoup de mal pour cacher le truc. Il dit qu'il y a 3 lettres à déchiffrer. La première indique la localisation du butin. Je pense que c'est le plus important. La deuxième indique le contenu du butin. Ça aussi, ça peut être intéressant. La troisième indique comment le butin devait être réparti entre les personnes qui l'ont trouvé. Sauf que là, problème, grave problème, on n'a pas la clé pour déchiffrer le truc. Du coup, il y a des personnes qui se sont dit, moi je vais y arriver. Robert Morris, forcément, il était assez intrigué, les 43 millions de dollars, il les voulait. Du coup, il a essayé de déchiffrer le truc, il a pas réussi. En 1862, il a raconté cette histoire à un de ses amis. Parce que Robert Morris, en soi, il se faisait vieux, il voulait pas que ce secret parte dans sa tombe et que personne ne puisse mettre la main sur ce trésor. Du coup, il s'est dit, je vais en faire profiter un pote. Sympa. On veut tous un Robert Morris dans l'entourage. Et en fait, c'est ce fameux ami qui a publié l'histoire, le fameux article, le seul qui est paru concernant cette petite histoire du chiffre de Bale. Et cet ami a réussi à déchiffrer une partie du code. Il n'a pas découvert la partie la plus intéressante, il a découvert le deuxième papier, celui qui parle du contenu du butin. Bon, il a réussi à déchiffrer avec un livre. Je vais pas m'étaler sur ce qu'il a fait, mais il a fait un truc
quand même bien osé. Il a pris en gros une phrase dans un livre de référence, et en fait, à chaque premier mot de la phrase, il attribuait un nombre. Et les lettres chiffrées étaient constituées de nombres. Du coup, ça permettait de décrypter ces fameuses lettres. Et en faisant ça, il a réussi à décrypter la deuxième, uniquement la deuxième. Mais en gros, ce qu'on peut en conclure déjà avec les informations qu'on a jusqu'à présent, c'est que pour décrire les lettres, il faut quelque chose de référence. Sauf que là où on a un problème, c'est qu'on ne sait pas pour la première lettre et la troisième, donc la lettre sur la localisation et sur le partage du butin, quelle est la référence pour justement décrire, mettre en place un système pour décrire les lettres. Admettons Thomas Bell, il avait un petit calepin, et il s'est servi de ça pour faire son cryptage, si t'as pas le calepin, t'es foutu. Mais bon, ce fameux ami qui est maintenant détenteur de ce secret, il tente le tout pour décrire tout ça. Et je pense que quand t'as 43 millions de dollars à la clé, tu le fais. Malheureusement, il n'a pas réussi. La seule chose qu'il a réussi à faire, comme je vous l'ai dit, c'est déchiffrer la deuxième lettre. En fait, le texte de référence pour cette deuxième lettre était un texte bien connu, c'était la déclaration d'indépendance. Tu dis, ok, est-ce que Thomas Bell a utilisé que des documents connus, comme ça, ou est-ce que c'était le seul, et que derrière, c'était des trucs un peu aléatoires. Et du coup, vu qu'il n'arrivait pas à percer le secret de ce fameux trésor de Thomas Bell, il a décidé d'en faire partager à beaucoup plus de monde, parce que peut-être que quelqu'un d'autre aurait la solution. Et c'est pour ça qu'il a écrit ce fameux article. Et ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, personne n'a réussi à déchiffrer la première page et la troisième page. Je vous les ai affichés, donc si vous voulez vous y risquer, libre à vous. En tout cas, si jamais vous trouvez, pensez à moi les gars. Franchement, t'as 43 millions de dollars. 3 millions pour moi. Et toi, tu gardes 40 millions. Ça va. Non? Allez, fais croquer un petit peu. Après, on a quand même quelques petites spéculations sur cette affaire. On se dit peut-être qu'on n'arrive pas à déchiffrer la première et la troisième page parce que l'ami de Robert Morris, qui a un peu diffusé cette histoire, a peut-être transmis des documents erronés, donc du coup c'est logique qu'on ne puisse pas les déchiffrer, ou peut-être tout simplement que personne ne revendique avoir réussi à déchiffrer quoi que ce soit, parce qu'il y a une personne qui a réussi, il a laissé servir du trésor, et il l'a dit à personne. C'est possible aussi. Parce que c'est un peu comme si tu gagnais au loto. Tu vois, si tu gagnes au loto, on dit souvent qu'il faut le dire à personne parce que t'as un peu des rapaces qui vont venir te tourner autour, ce genre de choses. Admettons, tu trouves 43 millions de dollars, forcément t'as des amis qui vont débarquer en te disant frérot, tu te rappelles de moi, on était ensemble à la crèche, fais-moi croquer un peu dans le gâteau. On peut aussi spéculer que cette histoire est totalement fausse. Mais ça fait un peu moins rêver. Tu vois, là devant les yeux, j'ai la première page, donc ça veut dire que c'est ce qui affiche la localisation. D'un côté, c'est incompréhensible, hein. Mais d'un autre côté, quand tu vois juste des chiffres comme ça, t'as que des chiffres, tu vois, t'as pas de symbole, rien du tout, vraiment que des chiffres, ça semble presque facile. Après, je vais pas m'y risquer, hein. Faudrait que je me penche beaucoup plus longtemps sur la question, voir un peu qu'est-ce qui est faisable. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si ça vous tente qu'on essaye de décrire tout ça en vidéo. C'est pas dit que j'y arrive, hein. Je pense pas que je vais y arriver d'ailleurs, hein, parce que je suis pas d'une intelligence supérieure non plus. Mais bon, on pourrait essayer, voir si on arrive à atteindre quelque chose. Ça se trouve pas du tout, hein, ça se trouve ça va être nul. Tu vois, pour vous donner un peu l'envie, je vais vous dire que contient le trésor. Parce que je vous ai donné la valeur qui en a été estimée. Mais c'est quoi précisément? Alors, pour les mesures, c'est en once troy. C'est une unité de mesure qui est en anglo-saxonne, qui est aussi utilisée à l'international pour mesurer un peu les métaux précieux. Donc, par exemple, typiquement l'or. En gros, un once troy équivaut à 31 grammes. Maintenant, je vais vous dire ce que contient ce trésor rempli de moula. Il y aurait 35 052 once troy de pièces d'or. Enfin, d'or. Ce qui veut dire beaucoup d'or, en gros. T'aurais 61 200 once troy d'argent. Ça veut pas dire grand chose pour moi comme ça, mais en dollars, rien qu'en or, on en aurait 42 millions. Et en argent, on en aurait pour 1 million de dollars. Et il y aurait également des bijoux, visiblement. Des bijoux qui ont été estimés, en fonction de ce qu'il y avait dans l'écrit, à 220 000 dollars. Donc déjà, tu mets juste la main sur des bijoux, t'es très bien. Là, c'est un peu de quoi vous motiver, hein, parce que là, de la moula, je peux te dire qu'il y en a pas mal. Hein. Après, bien sûr, ça fait rêver, hein, c'est pour ça qu'on peut un peu remettre en doute l'authenticité de cette histoire. Mais bon, j'aime bien me dire qu'il y a des trésors un peu cachés comme ça sur Terre. Imagine une seconde, t'as un mec qui se balade tranquillement, il tombe sur ça, quoi. Il n'a même pas participé aux recherches ou quoi que ce soit, il tombe comme ça, et 43 millions de dollars. C'est incroyable. C'est incroyable, et c'est un mystère surtout non résolu. Et ça, c'est très intéressant. Mystère non résolu plus moula, ça c'est cool.
Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo sur des trésors qui n'ont pas encore été découverts, ça peut être assez intéressant. Pas juste un truc caché, on le retrouve plus forcément, hein, un truc où il y a quand même un intérêt, où tu as une énigme, ou une disparition étrange, ce genre de choses. Vous voyez par exemple, j'ai une bêtise, un bateau pirate qui a disparu, qui avait un trésor avec lui, et on suppose qu'il est quelque part, mais on sait pas forcément où, c'est un peu mystérieux, tu vois. La chaîne YouTube de Louise Paxton qui porte son nom a été active il y a 14 ans. Elle a été active du 16 avril 2007 au 4 juillet 2007. D'abord, avec ses premières vidéos, on aurait pu penser que c'était simplement une jeune fille qui partageait sa vie, un peu sous l'aspect d'un vlog. D'ailleurs, ses premières vidéos, c'est uniquement ça. La toute première de cette liste, c'est une vidéo où Louise annonce qu'elle va passer sa dernière soirée à Norwich, au Royaume-Uni. En fait, le but de ces vidéos à elle, c'était de se sentir plus à l'aise dans son emménagement, dans son nouveau chez elle, à Londres. Donc la première vidéo est une vidéo d'adieu à son ancienne ville, Norwich. La deuxième, c'est une vidéo où elle quitte Norwich. C'est un vlog tout simplement à la gare où elle dit adieu à ses amis, où elle s'apprête à prendre le train pour se rendre dans son nouveau domicile à Londres. Sa troisième vidéo, c'est une vidéo où elle présente son nouvel appartement, donc jusque là, rien de foufou. D'ailleurs, après ça, on a des vidéos qui pourraient sembler un peu malaisantes, mais ce sont simplement des vidéos qui sont là pour montrer ce qu'une jeune fille fait chez elle, pour s'occuper, elle souhaite partager ce qu'elle fait avec ses abonnés, avec ceux qui regardent la plateforme YouTube. Elle fait des petits challenges, si on peut dire, elle parle de ses ressentis. Vraiment, en regardant ces vidéos, on ne se doute pas une seule seconde qu'elle va vivre une succession d'expériences qui vont amener à sa disparition. Mais c'est le 27 avril 2007 que sa chaîne YouTube apprend une tournure mystérieuse. Elle poste une vidéo, cette fois-ci où il n'y a pas un titre un peu éloquent du contenu, c'est un enregistrement qu'elle a appelé Stalker vidéo numéro 1. Dans cette vidéo, on ne voit pas de stalker. Ce qu'on voit néanmoins, c'est une Louise Paxton qui semble apeurée parce qu'elle disait qu'elle était tranquillement en train de se désaltérer dans sa cuisine quand en se retournant, elle a vu de l'autre côté de sa porte d'entrée une silhouette. Sur sa vidéo, on ne voit rien du tout, on voit juste un couloir très sombre, un extérieur où il fait nuit, mais rien d'autre. Louise pensait d'abord rêver, mais finalement elle s'est bien rendue compte, elle ne sait pas qui était cette personne, ce qu'elle voulait, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que ça l'a terrorisée. Là on pourrait se dire qu'on a peut-être affaire à une jeune femme qui s'est fait peur un peu toute seule, qui n'était pas très rassurée, peut-être qu'elle avait regardé un petit film d'horreur juste avant, du coup elle était en condition. Mais cette possibilité-là est très vite éloignée parce que dans la foulée, elle a posté une seconde vidéo. Cette vidéo s'appelle Stalker vidéo numéro 2. Et dans cette vidéo-là, on retrouve la même configuration que la première. Louise nous montre encore une fois l'allée où elle a vu une silhouette, mais cette fois-ci, on n'a pas affaire à une allée vide. Cette silhouette, on peut également la voir. Here. Again, fuck. Call the fucking police. Call the fucking police. Oh, fuck. Battery. Shit. Fuck. Oh, fuck. My phone's died. Fuck. Oh, it's dead. Shit. Can you see him? Can we see him? Can we see him? Oh, fucking focus. Bitch, focus, focus. On voit effectivement une silhouette qui semble un peu immobile dans un premier temps, mais dans un second temps, on la voit aussi bouger. Elle reste plutôt fixe dans son emplacement, elle ne fait pas des allers-retours où on la voit plus, on la voit plus. Elle reste néanmoins toujours visible. On est en 2007, donc la qualité évidemment n'est pas... c'est pas de la 4K, donc bien sûr, les images peuvent parfois être floues. Louise veut appeler la police, mais malheureusement pour elle, son téléphone n'a plus de batterie. Elle décide donc quand même de faire quelque chose. Elle décide de confronter cet individu en allant à sa rencontre. Et quand elle se rend à sa rencontre, mystérieusement, la personne en question n'est plus là. La vidéo s'arrête sur une Louise qui est totalement paniquée. La vidéo qu'elle poste juste après est une vidéo dans un tout autre ton
où là, elle remercie les gens qui ont commenté sa dernière vidéo, la vidéo de ce fameux stalker, où elle dit merci de votre soutien, j'ai contacté la police, mais la police n'a rien pu faire parce qu'ils ont besoin de réelles preuves, de preuves tangibles. Visiblement, la vidéo qu'elle avait n'était pas suffisante. Déjà, ici, on peut émettre un premier doute. Mais ce que nous dit également Louise dans ses vidéos, c'est que visiblement, ça va mieux. Elle n'a pas revécu d'expérience de la sorte. Mais dans sa vidéo, par contre, dans la structure même de la vidéo, on remarque qu'à un moment donné quelque chose d'assez étrange, c'est que pendant un court laps de temps, la vidéo est ralentie. Yeah, Lizzie's gone off to do a trip. Est-ce que c'est un style de montage? Est-ce que c'est autre chose? On ne sait pas. Dans la vidéo, il n'y a aucune justification qui pourrait montrer ça. Elle ne veut pas montrer quelque chose de rapide qui se passe au ralenti. C'est elle qui parle et d'un coup, pouf, c'est au ralenti. Pourquoi? On ne sait pas trop. Et après, on repart sur une vidéo qui pourrait sembler en soi anodine, mais qui est plutôt étrange. Pour cette jeune youtubeuse, aucun souci, mais nous en tant que spectateurs, on peut quand même se poser quelques questions. Dans cette vidéo, elle dit qu'elle s'est réveillée et qu'elle a fait une trouvaille plutôt intéressante. Elle se dit que devant son lit, au réveil, elle a trouvé une pièce assez vieille, et du coup dans cette vidéo elle présente simplement la pièce. C'est une pièce d'une valeur de 1 penny qui semble assez datée. Elle dit simplement qu'elle est contente de sa trouvaille, mais rien de plus. Elle ne se pose pas la moindre question sur le pourquoi du comment il y a une pièce qui se trouve ici devant son lit alors que cette pièce ne lui appartient pas et qu'elle n'en a jamais vu la couleur de base. Certains utilisateurs pensent que tout a commencé ici. Certains pensent que c'est peut-être le stalker qui a réussi à s'introduire chez elle et qui a laissé ces pièces-là, pour montrer qu'il avait réussi à accéder à sa chambre pendant qu'elle dormait. Mais la Louise Paxton, elle, ça ne la choque pas plus que ça. Elle est d'ailleurs plutôt heureuse d'avoir trouvé cet objet de collection. Et le 4 mai 2007, Louise va poster une vidéo pour partager quelque chose d'étrange. Pas quelque chose qui l'affole, mais quelque chose qui la surprend. Nous, ça pourrait nous affoler maintenant qu'on a quelques petites données, après ces petites analyses déjà. Elle dit en gros qu'elle s'est levée un matin. Elle a remarqué qu'une zone, à côté de son lit, était plus fraîche en température que l'autre côté. Elle nous montre, si on peut dire avec preuve, ce qu'elle veut expliquer, c'est que d'un côté de son lit, il fait 9 degrés, de l'autre il fait 21. On pourrait se poser une question à ce moment-là. On sait par exemple que les fantômes apprécient ou peuvent instaurer des baisses de température. Donc là, si on part non pas sur un stalker peut-être physique, mais plutôt sur quelque chose de paranormal, en plus avec l'apparition de la pièce dans la vidéo précédente qu'on ne sait pas expliquer, est-ce qu'un fantôme pourrait se trouver dans le domicile de Louise? Et du coup, à ce moment-là, il aurait pu se trouver à ses pieds pendant qu'elle tournait la vidéo. C'est pas impossible. Louise n'a pas l'air plus affolée que ça, elle dit juste que c'est étrange, aussi étrange qu'une grimace qu'elle fait dans la vidéo. Bon, j'en connais qui seraient sûrement un peu plus affolés. Elle demande donc à sa communauté de l'aider, savoir s'il y a une explication qui pourrait expliquer tout ça. Peut-être une aération qui se trouve à côté du lit, peut-être, on ne sait pas, on ne sait pas. Pour le moment, ce ne sont juste que des petites présentations d'événements étranges. Et là, Louise va commencer à poster des vidéos parce qu'elle est effrayée. Elle va poster 2 vidéos parce qu'elle dit avoir été réveillée par des bruits étranges. La première, elle décrit un petit peu ce qu'elle entendait et elle essaie de prendre sur le fait, justement, quelqu'un qui pourrait rôder autour de chez elle. Parce qu'elle a notamment entendu des bruits de quelqu'un qui tape sur sa vitre. Des bruits de pas autour de chez elle, du coup on la voit dans sa vidéo essayer de débusquer la personne qui pourrait être autour de chez elle. Elle ne trouve rien du tout. Dans la deuxième vidéo, elle décide de faire quelque chose. Elle décide de laisser sa caméra vers sa fenêtre, avec la vue vers l'extérieur, pour voir s'il n'y aurait pas quelque chose pendant qu'elle dort. La vidéo est très courte, hein. Ça dure pas du tout toute la nuit. Mais bon, là la qualité étant très basse, on peut voir à quelques moments peut-être une ombre sur une porte, ce genre de choses, mais ce n'est pas forcément certain. C'est assez flou, c'est assez vague. Tout le monde ne verra pas forcément une ombre, certains en voient une, après peut-être que si on se met en condition de voir quelque chose, on peut avoir l'impression de voir quelque chose, c'est assez flou. Du coup, est-ce que Louise Paxton a réussi à capturer quelque chose avec sa caméra? Elle a décidé de rester plusieurs nuits éveillée pour essayer de voir si elle arrivait à capter quelque chose. En même temps, elle regardait ses enregistrements de caméra, et du coup, elle n'a pas réussi à l'œil nu à voir quoi que ce soit. Mais en regardant un de ses enregistrements, elle a constaté quelque chose, vraiment quelque chose de très léger. Mais pas que. Comme je vous l'ai dit, elle a vu personne, mais elle est tombée sur quelque chose. Un peu comme la fameuse pièce qu'elle a trouvée.
Sauf que là, elle a pas trouvé une pièce, elle a trouvé une chaussure d'enfant. Une chaussure d'enfant qui semblait en plus assez vieille, et elle ne sait pas expliquer d'où ça sort. D'accord. Théorie paranormale, est-ce que si elle a un fantôme, c'est le fantôme d'un enfant? Est-ce que, si on part sur une théorie réaliste, si elle a un stalker, ce stalker a en sa possession les objets appartenant à des enfants? Du coup, ce serait un homme sûrement très malsain. Pour le moment, ça reste encore assez flou. Mais sur l'enregistrement que Louise Paxton a eu et qu'elle a regardé, elle a partagé un morceau de ce qu'elle a capturé sur sa chaîne YouTube. Et en fait, il y a un moment donné, pas un glitch sur l'enregistrement, mais l'image saute légèrement. Comme si en fait, on touchait un peu la caméra. Vous voyez, comme si on l'a déplacée d'1 millimètre, ce qui fait que l'image saute un petit peu. Et quelqu'un a remarqué ça, et il a remarqué autre chose. Quelqu'un du nom de JD, qui était intéressé par les vidéos postées par Louise Paxton, qui a analysé ce moment précis, qui a ralenti la vidéo, et qui a remarqué quelque chose d'autre. Quelque chose qui du coup nous conduirait sur une piste plutôt paranormale aux mésaventures de Louise. Ce qu'il remarque, c'est qu'il y a une petite orbe qui semble passer juste après que l'image ne saute un petit peu. Est-ce une orbe? Un petit grain de poussière? Ça, libre à vous de vous en faire votre propre avis. Louise Paxton réagit à cette vidéo-là et elle dit qu'elle-même ne sait pas trop expliquer ce que ça pourrait bien être. Elle a fait quelques petites vidéos en dehors de ces trucs un peu creepy entre-temps, où elle remercie les gens de s'être abonnés à sa chaîne par exemple, où elle parle à un moment donné aussi de YouTube. On va voir des vidéos qui n'ont rien à voir avec ce qu'elle a vécu. Après avoir du coup regardé l'analyse du fameux JD, pas le grand JD mais un autre qui avait montré du coup tout ce qu'il avait pu voir sur l'enregistrement, Louise repartage une vidéo. Et sur cette vidéo, elle présente ce qu'elle a trouvé un matin en se réveillant, encore une fois, des traces de mains, mais des mains un peu boueuses, ou des mains qu'on aurait mis dans de l'encre et qu'on aurait ensuite appliqué sur une fenêtre, parce qu'on a vraiment des traces plutôt distinctes. Et Louise, ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle ne pense pas à quelque chose de paranormal. Elle pense vraiment à un stalker fait de chair et d'os, comme s'il y avait vraiment quelqu'un qui était là, qui rôdait autour de chez elle. Elle pense pas du tout à un fantôme. C'est pour ça qu'elle cherche vraiment à avoir des preuves physiques, vraiment matérielles. On peut encore une fois se poser la question de pourquoi ne pas appeler la police. Est-ce que si elle appelait la police, les agents de police auraient dit ouais mais non, c'est toi qui as fait des traces de main, on ne croit pas à ce genre de choses? C'est possible. Effectivement. Mais Louise va reposter une vidéo 5 jours plus tard après avoir découvert les traces de main. Elle va dire qu'elle n'a plus rien vu, plus rien entendu d'étrange. Donc elle se dit peut-être qu'elle était fatiguée, peut-être qu'elle a inventé dans sa tête tout ce qui s'est passé, peut-être que les bruits qu'elle entendait c'était le bruit du vent, mais en tout cas maintenant elle dit que tout est revenu à la normale et qu'elle devait juste être folle. Sauf qu'elle a posté ça le 30 mai, mais le 31 mai elle va reposter d'autres vidéos, mais des vidéos qui ont été enregistrées la nuit du 30 mai, comme si en soi le fait qu'elle dise bah c'est parti, ça a fait revenir les événements étranges. Et cette fois-ci ce qui se passe dans ces vidéos, là ça devient plus inquiétant parce qu'elle arrive à capturer quelque chose. Je vous laisse regarder, on débriefe juste après. The door slammed open. I closed that door. Donc la vidéo elle commence directement, tout de suite avec un bruit sourd qui fait que Louise se réveille et va tout de suite directement checker une porte. Elle ne voit rien, elle retourne dans sa chambre, lumière allumée, la lumière s'éteint toute seule. Et une fois qu'ensuite elle veut sortir de sa chambre pour voir ce qui se passe, sa porte de chambre est bloquée, comme si quelqu'un se tenait derrière la porte et qu'il la maintenait. La vidéo s'arrête ici. Et quelques jours plus tard, elle partage ce qui s'est passé le reste de cette nuit-là, mais plutôt le matin.
On voit qu'elle s'est fait une sorte de barricade, elle a essayé de se mettre en sécurité, mais ce qui est assez intéressant dans ces vidéos là où elle montre comment ça s'est passé après, parce que certes en fait on la voit beaucoup paniquer, ce qui est normal, mais c'est beaucoup ça, donc ça c'est pas le truc le plus intéressant qu'on peut analyser. Ce qui est le plus intéressant, c'est qu'à un moment donné elle se dirige vers sa porte d'entrée, enfin je sais pas si c'est sa porte d'entrée, mais vers une porte, et quand elle veut doucement ouvrir la porte, elle entend quelqu'un comme si une personne était derrière qui jouait avec la poignée. Et ça l'affole, et c'est pour ça qu'elle va se remettre en sécurité dans sa chambre avec son couteau. Mais c'est pas tout. Elle retrouve des traces d'encre presque similaires à ce qu'elle avait trouvé sur sa fenêtre, sur son lit. Et sur ce lit-là, il y a également autre chose qui est cachée par une couette tachée. Il y a un sac. Et dans la dernière partie de la série vidéo où elle montre ce qui s'est passé, là elle va prendre la parole, où elle va raconter quelque chose. Elle va nous donner un peu des détails sur le contexte et sur l'après. Vous allez comprendre. Elle nous dit qu'en fait elle a commencé à enregistrer pendant la nuit parce qu'elle a senti quelque chose dans son lit, comme si quelqu'un se trouvait avec elle dans la pièce. Elle a senti comme si la personne s'était relevée du lit et se trouvait debout devant elle, et c'est là qu'elle a commencé à sortir sa caméra, à se lever pour sortir sa caméra, et qu'on a entendu ensuite le gros boom dans la vidéo. Vous savez, la première vidéo qui commence vraiment directement, quoi. Ensuite, elle nous dit qu'elle a fouillé dans le petit sac à main qu'elle avait trouvé dans son lit. Dans ce sac à main, il y a plusieurs choses. Un permis de conduire au nom de Margaret Watts. Il y a également de l'argent, mais des vieilles pièces, des pièces qui ressemblent étonnamment à celles qu'elle avait trouvées précédemment, qu'elle avait montrées dans une de ses précédentes vidéos. Il y a également un petit bloc-notes avec des notes concernant des paiements pour de l'électricité, pour différentes choses. Et il y a aussi une photo, la photo d'une famille que Louise n'a jamais vue auparavant. Là, on pourrait se dire qu'on a un indice. Margaret Watts, qui est-elle? Du coup, Louise arrive à avoir des coordonnées de proches de Margaret Watts. Elle appelle pour signaler qu'elle a trouvé ses affaires et savoir pourquoi ses affaires aussi se trouvaient chez elle. Et elle tombe non pas sur la Margaret Watts, elle tombe sur un homme qui semble assez perturbé de cet appel. Hello. Oh, hello. Is there, is Margaret Watts there, please? Louise lui demande gentiment s'il peut parler à Margaret Watts, et l'homme ne dit pas si elle est là ou pas, il demande qui appelle. Et c'est là que Louise va expliquer toute la situation. L'homme d'abord n'y croit pas, et il dit c'est pas possible et tout, non c'est une erreur. Et Louise dit bien qu'elle a son permis de conduire, elle a une photo, et du coup, avec la photo, elle arrive à conclure que l'homme qu'elle a au téléphone est un homme du nom de Jay, et c'est le mari de Margaret Watts. Et là l'homme va faire une révélation plutôt surprenante. Il ne dit pas qu'elle est morte, il dit bien qu'elle a disparu. Et si on regarde les commentaires de la vidéo, il y a quelqu'un qui dit quelque chose d'assez intéressant, c'est que l'homme n'a pas forcément l'air triste vis-à-vis de savoir comment ces objets se sont retrouvés là. Il a l'air plutôt choqué. Peut-être est-il impliqué d'une manière ou d'une autre dans la disparition de sa femme, qui sait. Et peut-être que si lui il croit au paranormal, il se dit peut-être que ma femme est de retour et qu'elle et avec cette jeune fille. Et d'ailleurs l'homme demande à rencontrer Louise. Sauf que Louise n'est pas très partante vis-à-vis de cette idée. Du coup, elle dit écoutez, moi j'ai juste retrouvé ça, j'ai aucune information supplémentaire ou quoi, et l'homme après raccroche. Louise est totalement choquée de ce qu'elle vient d'apprendre, elle comprend pas du tout comment tout ça est possible, et juste avant que la vidéo ne se termine, quelqu'un l'appelle, et ce quelqu'un, on ne sait pas qui c'est. Et la vidéo qui est postée après celle-ci est une vidéo où Louise nous dit que elle ne sait pas pourquoi ni comment, mais sa porte d'entrée s'est déverrouillée toute seule. Elle se dit qu'elle se couche toujours la porte verrouillée, comme beaucoup de monde, avec les clés sur la porte, et qu'au petit matin, elle s'est réveillée et la porte était déverrouillée, et sa clé, elle se trouvait dans sa chambre et était tachée de boue, tachée d'encre. Une substance qu'on a déjà vue précédemment. On va avoir une autre vidéo un peu plus tard, qui est très intéressante parce que c'est une vidéo où là, Louise ne se met pas dans une position où elle cherche à attraper quelqu'un fait de chair et de sang, mais où elle cherche plutôt à révéler des preuves du paranormal. Du coup, ce qu'elle fait, c'est qu'elle se rend dans sa chambre, la pièce qui semble être la plus hantée de son domicile. Elle s'y rend avec un enregistreur audio où elle compte poser différentes questions et espère capter une réponse de l'entité. Et cette vidéo-là est très intéressante parce que déjà de 1, elle va capter quelque chose en audio, mais également quelque chose en vidéo.
Ce qu'elle va capter en audio, au début, c'est rien du tout. Elle va poser différentes questions et elle ne va rien entendre du tout. Et à un moment donné, elle va capter quelque chose. Je vous laisse découvrir. What do you want? C'est très léger, mais on entend clairement que quelque chose répond et dit « Get out of the way ». C'est ce que je comprends en tout cas, peut-être que vous comprenez autre chose, ce qui veut dire « Va-t'en ». Sauf que, je vous ai dit qu'on avait aussi capté un truc en vidéo. Si vous faites bien attention, c'est vraiment très léger. C'est que au moment où on entend justement la réponse d'un esprit, ou de quelque chose, si vous regardez bien au fond de la pièce dans la vidéo, on voit du mouvement. Est-ce que c'est quelqu'un ou est-ce que c'est une apparition fantomatique qui a été capturée par Louise? Là, on commence à arriver vers la fin de cette affaire. Louise nous partage ce qu'elle catégorise comme la pire nuit de sa vie. Parce que elle est en train d'analyser des enregistrements qu'elle a pu faire, qu'elle ne nous a pas forcément montré, où elle montre par exemple des photos quand elle n'était pas chez elle, et elle dit regardez, on voit quelque chose dans le coin ici au niveau de la fenêtre, et à un moment donné, pendant qu'elle explique, elle entend un bruit. Elle va voir ce que c'est, ça semble venir de sa porte d'entrée. Et une fois qu'elle est à sa porte d'entrée, elle réentend beaucoup mieux le bruit qu'elle a entendu, comme si quelqu'un frappait très fort sur la porte. C'est plutôt étonnant, très étrange. Après ça, elle est totalement paniquée, à tel point que dans la vidéo suivante, elle a demandé à une de ses amies de la rejoindre parce qu'elle ne se sentait plus du tout en sécurité chez elle. Déjà, dans cette affaire, les gens commencent à douter un petit peu. Ils se disent, si c'est vraiment la pire nuit, tu ne peux pas rester dans cette maison, pourquoi y restes-tu? On va y venir après, vous inquiétez pas. L'avant-dernière vidéo est une vidéo qui ne contient rien d'intéressant. C'est juste pour montrer que une des amies de Louise, du nom de Lizzie, est là, avec elle, pour passer la nuit. On va directement passer à la dernière vidéo qui porte un nom très angoissant. S'il vous plaît, aidez-moi. Please help. Cette vidéo commence, on dirait bien, même si elle n'a pas été postée le même jour que la vidéo où Lizzie est arrivée, que ça a été filmé quasiment au même moment. Les vêtements sont les mêmes, la lumière est la même, il n'y a rien de différent. Et apparemment, suite à cette vidéo, Louise Paxton a disparu. Cette dernière vidéo est assez différente dans sa structure parce que ce n'est pas Louise qui filme directement, c'est son amie Lizzie. Louise, elle, tape un petit roupillon et Lizzie, elle, décide de filmer un peu différentes pièces de la maison pour montrer à Louise, une fois qu'elle serait réveillée, que tout va bien. Sauf qu'il se passe quelque chose d'étrange, on ne sait pas pourquoi. Il y a un cut qui est fait, un petit peu glitché au passage, où la vidéo passe de Louise qui dort à Louise qui a la caméra et qui est un peu affolée, ainsi que Lizzie, comme s'il venait de se passer quelque chose qu'on n'avait pas vu. The noise, Lizzie. Lizzie, did you hear it? Yeah, I did. All right, that's kids. I'm gonna get out there. Hey, I can't open the door, Louise. How'd you get the door open? The key's in the door. No. The keys are in the door. No, they're not in the door. There's no keys in the door. What? Where are the keys? They're in the door. Yeah, all right, don't worry. There's just no key. You must have put them somewhere else. They're always in the door. Oh, come on, I'm gonna sort this out for you, all right? How else do I get out of here? How about the French window? Can we open it? It's gone. The key's gone. He's gone. Oh, shit, lights blown. Light in the hallway. I put the light in the hallway. Where is it? Where's the trick switch? Where's the trick switch? Calm down, Max. It's all right. Where is it? Oh, God. Where's the trick switch? We've got to get out of here. We've got to get out of here. Okay, it's going to be okay. Don't panic. Don't panic. Oh, God. Shh, 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 shh. Hey, what? Something just touched me. Oh my God. Okay, don't panic. It's okay. We've got to get out of here. We've got to get out. We've got to get.
Oui, elle se retrouve enfermée dans sa propre chambre avec, on a l'impression qu'il n'y a rien du tout, vous êtes d'accord? Mais si vous faites bien attention sur la dernière seconde de la vidéo, on peut voir juste en haut qu'il y a des pieds. Est-ce que ce seraient les pieds de Margaret Watts? À partir de là, il n'y a eu plus aucun signe de vie donné par Louise. Des proches, elle, ont créé un site web dédié à sa disparition, demandant à quiconque aurait la moindre information de contacter une certaine adresse mail. Elle dit qu'elle a été terrorisée pendant 2 mois avant de disparaître, le 1er juillet, que les enquêtes de la police ne donnent rien du tout. Il est noté qu'elle aurait reçu de la visite d'un stalker plusieurs fois. Vous voyez les informations qu'elle a présentées dans ses vidéos, ce sont les seules preuves qui demeurent. Il n'y a aucune information sur sa disparition, et c'est plutôt normal. Il n'y a aucune information parce que cette affaire, c'est une fiction. C'est totalement fake. Je ne sais pas par qui ça a été créé, mais ce qui est sûr, c'est que Louise Paxton n'est pas Louise Paxton. C'est une actrice du nom de Zoe Richards. Et tous ces événements, si vous remarquez un petit peu dans leur structure, et c'est ça qui est assez intéressant, à l'époque, ça n'a pas cartonné, ça n'a pas fait des millions de vues, c'est pas devenu viral, hein, ça n'a pas fait des 100 000 vues, ce genre de choses. Vous voyez, la vidéo la plus vue, c'est la dernière, qui s'appelle Please Help. Mais si vous remarquez un petit peu comment ça se passe, ça ressemble beaucoup à un Paranormal Activity. On commence en montrant quelque chose de sain. Tout va bien dans le meilleur des mondes, tout se passe bien. Elle est heureuse, elle emménage, tout se passe bien, elle est contente, elle fait ses petites vidéos qui n'ont pas forcément de but à part se divertir, donc là, tout va bien. Et là, pouf, il se passe un petit truc. Ok, mais après plus rien. Après il se repasse encore un petit truc et là elle commence à enquêter un petit peu. Là, tu te dis, il y a peut-être quelque chose de surnaturel. Et puis après, ça monte au fur et à mesure crescendo avec justement quand elle reste toute la nuit pour essayer de voir s'il se passe quelque chose, quand elle entend de plus en plus de sons, et à la fin, avec sa disparition. Vous voyez, ça suit vraiment la même structure qu'un Paranormal Activity. Vraiment, pour moi, quand j'ai regardé toutes les vidéos, je me suis dit, c'est la même chose. Tu compiles tout en fin un film, c'est un Paranormal Activity. En plus, c'est filmé vraiment de la même manière, et c'est normal. C'est que quand tu veux faire quelque chose comme ça, faut pas que t'en montres trop, sinon c'est facilement débunkable. Même si là, on sait que c'est du faux. Hein. En gros, quand tu la vois crier, quand tu vois que au moment où il se passe un truc, c'est la fin de la vidéo directement, c'est fait exprès. Tu vois la dernière scène, justement, où tu vois les pieds de quelqu'un, ça me rappelle, je crois qu'il y a la même dans un Paranormal Activity, tu vois. À la dernière seconde du film, tu vois les pieds d'un mec. Et là où ils sont allés très loin pour crédibiliser la chose, c'est qu'ils ont créé un site internet, comme si, bah vraiment des proches étaient à sa recherche, alors que c'est pas le cas du tout. Et là aussi où ils ont vraiment forcé le truc, c'est que ils n'ont jamais dit que c'était faux. Ça se sait parce que la femme qui a joué du coup Louise Paxton est apparue dans des films par exemple. Donc vous voyez, cette Louise Paxton, ou Zoe Richards, elle est bien vivante. On peut toujours la trouver même sur Twitter, où elle a tweeté pour la dernière fois en mars de cette année. Si on veut faire le complotiste, on peut se dire qu'elle a changé d'identité parce que potentiellement son stalker la suivait et que c'est pour sa sécurité. Mais bon, c'est plutôt avéré que toute cette affaire n'est qu'une fiction, que c'était pour promouvoir un peu sa carrière d'actrice, que c'était pour montrer ce qu'elle savait faire, et du coup c'est plutôt bien réussi je trouve, parce que ça fait très film d'horreur de l'époque, vous savez. On n'a pas les trucs maintenant comme dans les Conjuring ou les Annabelle où on voit vraiment les monstres qui peuvent nous terrifier. Ça reste l'horreur subtile. Vous savez, quelque chose qui tape contre une porte qu'on ne sait pas expliquer, des choses très légères qu'on ne voit pas, une petite voix étouffée, ce genre de choses, vous voyez. Du coup, je trouve que c'était pas mal fait pour l'époque, honnêtement. Le premier objet qu'on va voir, c'est un objet classique. Une poupée hantée. L'histoire associée à cette poupée, c'est l'histoire de Ben Canham. Il avait 21 ans et il travaillait dans un musée. Il était bénévole et ce musée avait une particularité, c'est que c'était un musée dédié au paranormal. Déjà, tu es dans les bonnes conditions pour que tu aperçoives des choses plutôt étranges. Ce musée s'appelle, pardonnez mon accent anglais, le Haunted Antwick Paranormal Research Center. Ce qui voudrait dire, si on essaie de traduire un petit peu,
le centre de recherche paranormal sur des objets antiques. En gros, Ben Canham, lui, ce sujet-là l'intéresse depuis des années, donc pour lui, travailler dans ce type d'endroit, c'est tout bénef. En fait, il a commencé à s'intéresser au paranormal parce que ses parents sont décédés et il a essayé en fait de rentrer en contact avec eux. Il a fait plein de recherches sur le sujet et il a commencé à développer une réelle passion pour ce sujet-là, donc il a postulé pour travailler en tant que bénévole dans ce fameux musée, et ce qu'il espérait trouver dans ce musée, au cours de son travail, c'est des objets d'une grande valeur, de grands trésors concernant le paranormal. Un jour, on a confié à Ben un carton à examiner, et à l'intérieur, il y avait un objet assez atypique. Il y avait une poupée et une boîte en bois. Il y avait également une lettre, et sur cette lettre, il y avait marqué quelque chose de très précis. Lisez-moi. Voici ce qu'il y avait marqué sur cette lettre. Bonjour. Déjà, la personne est polie. Merci d'avoir acheté Richard et Sarah. Ces objets ont été abandonnés dans une voiture en 1990. La femme qui les a retrouvés les a rapportés chez elle, et au bout de quelques jours, elle a commencé à remarquer des choses plutôt étranges. La poupée a changé de position, elle ne se trouvait plus là où elle avait été laissée, et la boîte qui accompagnait la poupée, elle, s'était ouverte toute seule. Plusieurs fois, ce type d'événement s'est produit, et un jour, la femme qui avait rapporté les objets a entendu un rire venir de la pièce d'où se trouvait la boîte et la poupée. C'est à partir de là qu'une activité paranormale se serait développée. La femme est allée trouver ma tante pour lui demander de l'aide. Ma tante a pris les objets et elle a organisé une séance de spiritisme. Elle a appris que les esprits qui habitaient ces objets étaient un couple amoureux du nom de Richard et Sarah. Très amoureux, ils se sont attachés à ces objets, ensemble. Sarah est attachée à la poupée et Robert, lui, est attaché à la boîte en bois. Nous ne savons pas vraiment comment ils sont morts. En tout cas, ces objets nous ont été retournés et l'acheteur a entendu des chuchotements et des bruits de pas monter et descendre dans les escaliers la nuit. Ça l'a effrayé et il nous a renvoyé les objets. Les lois du Royaume-Uni, en soi là où se passe l'histoire, m'obligent à qualifier ces objets d'objets de distraction. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'une activité paranormale ne peut être garantie. Ce n'est pas parce que vous avez ces objets chez vous qu'il se passera forcément quelque chose. En plus de ça, l'expérience semble être différente entre chaque individu. S'il vous plaît, si vous remarquez quoi que ce soit, n'hésitez pas à utiliser de l'encens de sauge blanche. Merci à vous, merci de garder ces objets, et que Dieu vous bénisse. Ben a lu cette lettre, celle que je viens de vous lire, et depuis qu'il a la poupée et la boîte en sa possession, il aurait observé un nombre de phénomènes inexplicables assez nombreux. Il dit que c'est vraiment très effrayant, et le plus effrayant c'est que certains jours, la boîte, sans qu'on y touche, est ouverte, un autre jour elle sera fermée, alors qu'on l'avait laissée ouverte. Vous voyez, Ben a déjà ressenti des tapotements sur son épaule, parfois même des coups. Il a même entendu des rires ou d'autres sons étranges. Ben conclut en disant que c'est quelque chose de passionnant pour lui, en tant que fan de paranormal, mais que d'un autre côté, ne sachant pas réellement ce qu'il se passe, c'est assez effrayant. Voilà, c'est pas la poupée la plus effrayante qui cherche à te tuer, à te faire voler dans tous les sens, un peu à l'image d'Annabelle, mais bon, ça reste quand même assez étrange, et ce qui est mystérieux, c'est qu'on ne connaît pas l'identité en soi des personnes qui habitent ces objets-là. On sait leur nom, que c'était un couple, mais un couple de quoi? De tueurs? Un couple lambda? On sait pas trop. Maintenant, on va parler d'un autre objet à la réputation d'être un objet étrange, et cette fois-ci, c'est un objet assez atypique. C'est un chat. Non, je rigole, c'est faux, j'ai juste essayé de faire de l'impro. Non, cet objet-là, c'est un anneau. En 1854, la nuit avant son départ, Sir Henry Charles Eden-Mallet, qui était un lieutenant-colonel dans un corps de grenadiers, il a reçu une bague de quelqu'un qui s'appelle Palgrave Simpson. C'était un cadeau qu'on lui avait fait, et ce fameux Palgrave Simpson, c'était un auteur dramatique. Mallet l'avait rencontré à Paris, et ils avaient échangé parce que lui était un fervent défenseur des croyances occultes. Ce Mallet, il était quand même un peu plus réticent que Palgrave Simpson. Palgrave Simpson, lui, il y croyait beaucoup. Avec la bague, il y avait un message. Il est trop chou. Avec la bague, il y avait un message qui disait « Ne vous moquez pas de moi, pendant que vous êtes en Crimée, portez la bague que je viens de vous offrir. » Elle m'a été donnée par le dernier représentant d'une grande lignée hongroise avant qu'il ne décède. Dans sa famille, c'était un héritage. Elle a été considérée comme une sorte de talisman qui pourrait protéger son porteur de tout malheur. Je dis une bague qui pourrait bien servir en soi. Henri Mallet, qui avait reçu la bague, l'a portée, effectivement, mais il l'a portée plus pour rendre hommage au cadeau qu'on lui a fait que pour la croyance qui lui était accordée. Le lendemain matin, il est parti pour sa mission, et en arrivant à Gibraltar, là où il devait aller, il a reçu une lettre de sa mère. Cette lettre disait « Ton départ m'a brisé le cœur, et je ne pouvais trouver de réconfort nulle part. Mais maintenant, tout a changé, pour une raison qui plus est extraordinaire. Ce matin, pendant que je me prélassais dans mon lit, ma femme de chambre m'a apporté mon eau chaude,
Je m'apprêtais à me lever quand brusquement, une jeune femme, très bien vêtue de soie grise, a écarté le rideau de mon lit et s'est penchée sur moi. Elle m'a dit « Ne soyez pas triste pour votre fils, aucun mal ne lui arrivera. » Je pense que j'ai eu une vision, une sorte de rêve, mais j'ai vraiment l'impression que j'étais réveillé. Je me souviens de cette scène comme si je l'avais réellement vécue, pas comme si c'était un rêve. Et bien sûr, je ne peux pas vraiment croire en ce que je pense avoir vécu, mais pour une raison qui m'échappe, ça m'a rendue heureuse. Et je savais que tu serais en sécurité. Malé, après avoir lu cette lettre, pense immédiatement à quelque chose. Il se dit, mais attends, est-ce que ce serait pas lié à l'anneau qu'on m'a offert? Du coup, il réécrit à sa mère et demande à ce qu'elle lui décrive précisément à quoi ressemblait cette fameuse femme qui lui a rendu visite. La mère lui a répondu, et elle dit que cette femme avait l'air d'avoir 27 ans. Elle était plutôt pâle, avec des traits de visage réguliers, de grands yeux gris et de longs cheveux bruns. Malé a donc une description détaillée de la personne qui aurait rendu visite à sa mère. Ce qu'il décide de faire, c'est d'envoyer une copie de cette lettre à l'ami qui lui a offert une bague pour en savoir un peu plus. Palgrave Simpson lui répond à son tour et il dit que la description qui a été faite correspondait exactement au dernier héritier qui lui avait donné la bague dans un premier temps sur son lit de mort. Et Palgrave Simpson, lui, n'avait jamais décrit à qui que ce soit à quoi ressemblait la personne qui lui avait laissé l'anneau. Donc en soi, ce qu'on peut se dire, c'est que l'âme, en quelque sorte, de la personne décédée qui a légué l'anneau à Palgrave Simpson, a suivi l'anneau et serait une sorte d'ange gardien, après sa mort, du porteur de l'anneau. Là, quand je dis ce terme-là, j'ai l'impression de parler du Seigneur des Anneaux, mais vous avez compris. En gros, la femme qui s'est présentée à la mère de Malé était la dernière héritière de la grande lignée hongroise. Cette femme a légué l'anneau à Palgrave Simpson. Palgrave Simpson l'a donné à Malé, et du coup, cette fameuse femme, ou son fantôme, son esprit, rôde autour de Malé pour le protéger. C'est plutôt cool. C'était pas une histoire creepy, mais une histoire, je trouve, assez intéressante. Quelles sont les propriétés de cet anneau? Ça, j'en ai aucune idée. Comment ça se fait que l'âme, si on peut dire ça comme ça, de la femme décédée s'est retrouvée dans l'anneau, protège en soi son porteur, je ne sais pas l'expliquer non plus. C'est un mystère, c'est un mystère. Ce qui peut être intéressant aussi de savoir, c'est où se trouve cet anneau aujourd'hui. Tu sais, toi? Oui, toi t'aimes bien les histoires, hein. T'aimes bien les histoires. Là, on va parler d'une tapisserie, un morceau de tissu en soi. En octobre 1923, Mademoiselle Gibbs, qui était une photographe et voyageuse réputée parce qu'elle prenait des photos, de très belles photos pendant ses voyages, est allée voir une médium du nom de Esther Dowden. Cette médium était également très connue parce qu'elle aurait pu communiquer avec les esprits de personnes qui étaient des célébrités de leur vivant, notamment Oscar Wilde, William Shakespeare et encore d'autres écrivains célèbres. Ce qu'elle faisait en fait, c'est que pendant ses séances de spiritisme, elle fermait les yeux et elle écrivait des choses comme ça, les yeux fermés, et ce qu'elle écrivait, c'était les paroles des esprits avec qui elle était en contact. Cette médium a proposé du coup à notre photographe de voir à quoi ressemblait une séance de spiritisme, pour juste voir en soi, en venant, qui allait se présenter en tant qu'esprit pour communiquer avec elle. Donc la séance commence. La médium ferme les yeux, elle prend son crayon, son papier, prête à écrire. Mademoiselle Gibbs pose 3 doigts sur sa main droite, celle où elle tenait le stylo, et là, la médium commence à écrire. Elle écrit « Pourquoi m'avez-vous fait attendre? J'attends depuis longtemps pour vous parler. Vous avez mon tissu, vous devez me le rendre. Il aurait dû être enroulé autour de mon corps. » C'est très précis, c'est fou. À ce moment-là, ça ne parle pas trop à Mademoiselle Gibbs. Elle se dit « Je vois pas de quoi ça parle. » Mais par contre, ça pourrait parler à quelqu'un d'autre, à la médium, Esther Dowden. Elle possédait un morceau de tissu dont elle s'était servie pour enrouler une momie. Elle se dit que peut-être l'esprit lui parlait à elle et pas à sa cliente du coup. Elle va donc chercher ce morceau de tissu et elle se relance dans sa séance de spiritisme. Et là, elle réécrit quelque chose. Elle écrit « Non, 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 ce n'est pas le mien. C'est un autre tissu dont je parle. Vous n'avez aucun droit dessus. Vous devez faire un grand feu et le brûler. Il devrait être à moi, il devrait être en cendres comme je le suis et comme vous le serez bientôt. » Et là, Mademoiselle Gibbs va prendre la parole. Elle va dire « Mais si ce tissu n'est pas le vôtre, alors nous ne savons pas à quoi vous faites référence. » Et là, la médium écrit de nouveau quelque chose, elle dit « Ce n'est pas le sien, c'est le vôtre. » Mademoiselle Gibbs parle toujours, elle dit « Le mien, j'ai beau réfléchir, je ne vois pas de quoi vous parlez. D'où venez-vous » Là, la médium écrit « Chine ». Mademoiselle Gibbs ne comprend toujours pas, elle dit « Décrivez-le nous ». Et là, l'esprit décrit le fameux tissu. Elle ajoute à ça « Vous devez le rendre ». Mais Mademoiselle Gibbs, elle voit pas trop de quoi on parle là, tu vois. Le tissu, on lui a décrit, c'est un tissu jaune brodé, mais elle comprend pas trop, elle se dit mais j'ai rien qui ressemble à ça. Du coup elle répond moi je peux rien faire pour vous, je l'ai pas en ma possession. L'esprit réplique en disant si il l'est, vous devez faire un feu et le brûler
de sorte à ce que nous soyons amis. En gros, l'esprit il dit, tu me rends pas le tissu, je te dézingue, je vais te goumer. Là, la séance de spiritisme est interrompue par un coup de téléphone. Du coup, Madame Dowden et Mademoiselle Gibbs arrêtent l'expérience. Donc Mademoiselle Gibbs, elle est chez elle, dans son appartement. Elle venait d'y emménager depuis pas très longtemps, du coup elle range encore ses affaires. Et là, elle s'est souvenue d'un truc. Elle s'est dit, attends, j'ai peut-être un morceau de tissu qui traîne quelque part, qu'elle avait sorti la veille, et qui n'était pas resté forcément dans son esprit au moment de la séance de spiritisme. Mais elle se dit, attends, c'est vrai que j'ai un tissu qui pourrait correspondre à cette description. Je sais plus si c'est moi qui l'avais ramené de Chine ou si on me l'avait offert. Un peu plus tard, Mademoiselle Dowden, la médium, est venue rendre visite à Mademoiselle Gibbs. Celle qui était en possession du tissu lui a donc posé quelques questions. Et là, la médium a une idée, c'est d'utiliser une planche de Ouija pour interroger un esprit qui est une sorte de guide spirituel de la médium pour savoir ce que c'est que ce tissu. Donc ce guide spirituel qui est interrogé, l'esprit, porte le nom de Johan. Et on communique avec lui au travers de cette planche de Ouija. Et voilà ce qu'il va dire, au travers du Ouija, concernant le tissu. Il vient d'un pays lointain au-delà des mers. Ce n'est pas un endroit très chaud, il est en hauteur dans les montagnes, et j'y vois plein de gens. Il a fallu longtemps pour finir ce tissu. Ensuite, il a été vendu dans un endroit ouvert. Il a été vendu par une femme très laide, tellement laide qu'elle effrayait les gens. Ça, c'est pas très sympa quand même. Elle le tient, elle l'examine, et après un certain temps, elle l'emporte. Là, je suppose qu'on parle de la personne qui a acheté le tissu. Il est passé de ses mains aux mains d'autres femmes. Elle a laissé une impression vraiment très forte. Elle est une personne très mauvaise, j'en ai peur. Elle a de très mauvaises habitudes. Et elle le donne à une femme plus jeune, qui n'est pas si désagréable que ça, mais qui a tendance à beaucoup se plaindre et à s'opposer à ce qui se trouve sur le chemin de sa vie. Cette chose a été utilisée comme décoration pour des funérailles. Elle n'était pas autour du corps, mais sur le cercueil. Une autre femme l'a eu pendant longtemps. Elle était, elle, plutôt différente. Souvent malade. Elle est aussi morte maintenant, et je pense qu'elle est actuellement près de nous. Je la sens venir, elle est ici. Et là, la médium, qui pratiquait la séance de Ouija, sent une autre présence intervenir. Elle ne sent plus quelque chose de doux qui bouge sa main sur la planche, elle sent quelque chose de plus violent. Et là, quelque chose d'autre s'écrit. Je veux mon tissu, c'est celui de ma mère. Je le veux, vous ne devez pas l'avoir. J'avais l'habitude de m'en entourer, il aurait dû être sur mon corps. Mademoiselle Gibbs dit, mais pourquoi vous vous en préoccupez que maintenant? Et l'esprit, du coup l'esprit de celle qui veut le tissu dit, c'est mon héritage, il aurait dû être sur mon cercueil. Mademoiselle Gibbs va lui répondre, elle n'a pas du tout envie de rendre le tissu. Elle dit, il est entre de bonnes mains, je vous le promets. Ne vous en faites pas, je vous promets que je vais bien m'en occuper. Mais de toute manière, avec le temps, ce tissu il va redevenir que poussière. Mais pour le moment, je l'ai acheté, je l'ai payé, je ne l'ai pas volé. Donc je vous suggère de passer à autre chose. La Mademoiselle Gibbs quand même, elle n'a pas peur de se frotter à un esprit. Le fantôme dit, je sais j'ai encore beaucoup à apprendre, mais je veux le récupérer. Et pour ça, vous devez le brûler. Mademoiselle Gibbs va encore répondre, elle va dire, je trouve cela ridicule de faire autant de bruit pour un morceau de tissu, soyez assurés que j'en prendrai grand soin. Vraiment, elle n'a pas peur de se frotter aux esprits, vraiment. Genre limite, elle dit, frérot, t'abuses. Là, l'esprit va répondre une dernière phrase, vous êtes chrétienne, vous ne comprenez pas. Je vais m'en aller, mais je vous surveillerai. Après ça, l'esprit ne s'est plus jamais manifesté. Mademoiselle Gibbs, elle, a gardé le tissu, mais elle sait pas trop quoi penser de ce qui s'est passé. Elle se dit, est-ce qu'on a vraiment communiqué avec un esprit? Est-ce que ce tissu est vraiment aussi important pour cet esprit? Est-ce qu'on a une hallucination collective? Elle se dit, est-ce que le reste de ma vie je vais être surveillé par cet esprit? Elle se pose quelques questions dont elle n'aura jamais la réponse. Moi personnellement, je fais une séance de Ouija ou je sais pas quoi, bon déjà je le ferai pas, mais t'as un esprit qui me dit ça, bah je pense que je lui rends, hein. Je pense que je vais pas faire le difficile. Hein. Les amis, on en a fini pour ces petits objets, vous inquiétez pas si la vidéo vous plaît. Il y aura d'autres vidéos sur ce sujet parce qu'il y a vraiment masse d'objets hantés, hein, à part des poupées évidemment. Je crois qu'une fois j'avais parlé d'une poupée hantée et la poupée c'était une poupée de la Reine des Neiges, tu vois. Je pense que plus insolite que ça c'est compliqué. Tu sais, tu pourrais dire un rouleau de PQ hanté peut-être.